toujours, qui est non seulement exceptionnel, mais qui est toujours un moment fort de notre académie, la réception de nouveaux académiciens. J'ai le rôle à la fois le plus restreint, puisque je donne la parole, et le plus ingrat, puisque c'est moi qui devrais racler les consignes de sécurité et régler le balai des sorties. Donc je vous remercie de ne pas sortir avant que je vous dise dans quel ordre tout cela pourra se faire. Je vous remercie, et je vais donner l'exemple, de bien vouloir couper vos téléphones portables le temps de cette cérémonie. Et voilà qui est fait. Je vais me prendre en avion. En principe, il n'y aura pas plus de monde qui me fait. Malheureusement comme cela. Donc nous recevrons aujourd'hui deux nouveaux académiciens, une académicienne dans la classe de biologie, Anne Carlier, et un académicien dans la classe littéraire, Armel Job. Nous allons donc commencer par la philologie, et je vais tout de suite donner la parole à Jean Klein, qui va accueillir en notre nom à tous Anne Carlier. Merci, Monsieur le Président. Chers consoeurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs, chers amis, si vous me le permettez, en guise de préliminaire, deux petites remarques. Tout d'abord, Anne Carlier et moi, nous sommes deux linguistes. Une linguiste et un linguiste. Il s'agit donc d'un nom dit épicène qui ne connaît pas de changement de forme selon le genre. Une belle égalité et une vraie facilité. Assez différente, la seconde remarque pragmatico-linguistique concerne l'emploi du vouvoiement et du tutoiement en français. Le vous, c'est bien connu, est le pronom usuel non marqué que l'on utilise communément et poliment avec toute personne que l'on rencontre ou fréquente sans avoir de relation suivie, ancienne ou très habituelle avec elle. Il se peut qu'un jour, l'on propose à quelqu'un de passer à tu ou tu, signe d'une sympathie ou d'une amitié naissante. En revanche, entendra-t-on jamais des personnes se tutoyant se dire « Tiens, si on se disait vous ». Pourtant, pour la raison éminemment valable de respecter la solennité d'une réception de notre académie, je me risquerai à te vouvoyer, chère Anne, alors que nous nous connaissons depuis pas mal de temps. Chère Anne, c'est en Afrique, à l'Ovanium, au début des années 60, que vous voyez le jour, dans une famille d'universitaires néerlandophones, plus précisément au sein d'une fratrie de 6 enfants, dont vous êtes le numéro 5. Votre père, ingénieur agronome et botaniste, commence sa carrière de professeur à l'Ovanium et s'oriente vite vers la biochimie, ce qu'il approfondira aux États-Unis. Après des études de philologie classique et d'orientalisme, couronnées par une thèse de doctorat, votre maman décidera, elle, de se consacrer à sa grande famille. Si je plais à insister sur ces parcours familiaux, c'est qu'il me semble que parents et enfants donnent l'impression d'avoir goûté avec plaisir à quelques potions magiques bien connues qui donneraient en l'occurrence des aptitudes scientifiques particulières. Fils d'un médecin-chercheur à l'Institut de pathologie cellulaire de l'UCL, médecin décédé hélas encore jeune, votre mari travaille dans un centre de recherche de microélectronique
tout en étant professeur à temps partiel à la KU Leuven. Vos 3 enfants ne sont pas en reste. Un fils médecin fait de la recherche fondamentale dans le cadre d'un doctorat à l'UCLouvain. Une de vos filles, ingénieure civile, prépare un doctorat en ingénierie médicale à la KU Leuven et la cadette est en première année de sciences biomédicales. Par ailleurs, en janvier, vous êtes devenu grand-mère d'un petit Théodore. Et rassurez-moi, j'espère, je suppose, qu'il n'a pas encore conquis de titre scientifique. Revenons à votre parcours. Vos 4 premières années passées au Congo vous ont permis de vous initier déjà au français à l'école maternelle. Ensuite, ce seront les études secondaires à Louvain. Arrivant à l'université, vous hésitez et entamez durant quelques semaines des études de médecine. Mais très vite, vous vous sentez attiré par une approche plus humaniste et bifurquez résolument vers la philologie romane. Votre licence achevée en 1983, vous entreprenez une thèse de doctorat dont le sujet, les articles et l'interprétation générique du syntagme nominal annoncent déjà certains de vos intérêts en syntaxe et en sémantique. Pendant que vous travaillez à cette thèse achevée en 1992, vous serez engagé comme assistante à temps plein aux facultés Notre-Dame de la Paix, devenue depuis l'Université de Namur, et vous trouverez le temps même de publier un guide bibliographique, analytique et critique de linguistique générale et française en 1987. C'est là un signe de votre intérêt pour la pédagogie qui ne vous quittera pas. Ensuite, après de brefs passages, très brefs même, par les universités d'Anvers et de Gand, votre carrière s'orientera définitivement vers la France en 1993, avec un titre de maître de conférence à l'université de Valenciennes et du Péno-Cambrésis. Vous devenez ainsi, et c'est encore vrai de nos jours, une sorte de championne des navettes et de l'organisation familiale, en menant de front enseignement, recherche et retour régulier à Louvain, tout cela grâce aux cours regroupés en 2 ou 3 jours, et il faut bien dire aussi grâce à des publicitaires efficaces. Cette première étape dans la toute jeune université de Valenciennes va vous permettre de montrer aussi des talents d'organisatrice, car vous y développez le domaine linguistique dans une faculté de lettres où dominait manifestement la littérature. Et cette année à Valenciennes seront déjà marquées par une reconnaissance de vos travaux sous la forme de promotion interne au statut de maître de conférence et d'une délégation d'1 an au CNRS de 2009 à 2010. Votre charge quelque peu allégée par l'arrivée de nouveaux collègues vous permettra d'obtenir en 2006 l'important sésame qu'est l'habilitation à diriger des recherches, mais aussi de publier seul ou en collaboration pas moins de 15 articles et 5 chapitres de livres, dont beaucoup comptent 30 ou 40 pages. Il faut bien le dire, beaucoup d'éditeurs ont dû parfois désespérer de restreindre votre production. Orienté initialement vers la syntaxe et la sémantique du français moderne, vos recherches vont vous amener à vous concentrer sur la diachronie, comme le montrait déjà en 2000 votre contribution, les articles du et des en synchronie et diachronie. Il vous apparaît que certains faits, paraissant irréguliers ou inexplicables à la seule lumière de la synchronie, se clarifient si on les resitue au sein d'une évolution historique. Cette réflexion sous-tendra désormais tout votre parcours de recherche. Je choisirai en fait 3 de vos contributions significatives, illustrant 3 manières d'aborder la nouvelle orientation de vos travaux. Tout d'abord, le processus de grammaticalisation. Il s'agit d'expliciter comment la grammaire se crée et se recrée à travers les restructurations de la syntaxe et de la morphosyntaxe au cours de l'évolution du latin au français moderne.
Ce que montre bien en 2007, votre contribution en anglais me permettrait de la traduire en français, de la préposition à l'article, la grammaticalisation du partitif français, où vous analysez comment du latin au français s'est développé un article, notre article dit partitif, formé à partir d'une préposition dotée d'un sens spatial concret. Vous éclairez deux étapes essentielles dans ce processus de grammaticalisation. En ancien français, le partitif manifeste le dernier stade prépositionnel de de, l'étape du moyen français, montrant que ce de entre déjà dans le paradigme des articles. D'où les deux questions que vous vous posez. Pourquoi le français développe-t-il un article pour l'indéfini non singulier, alors que la plupart des autres langues, ayant un système de l'article, utilisent la marque 0? Ensuite, comment pouvons-nous, dans le stade précédent l'article, rendre compte de l'utilisation de la préposition de dans des fonctions syntaxiques en principe incompatibles avec l'utilisation d'une préposition? Cette étude mesure le rythme du changement du stade prépositionnel vers le stade d'article à travers une analyse comparée de différentes traductions médiévales du même texte source latin. Elle propose également une réflexion sur le postulat théorique du caractère graduel du changement linguistique, en donnant une explication pour rendre compte de l'aspect abrupt du changement catégoriel de la préposition vers l'article tel qu'il est observé empiriquement. Ainsi, l'on voit bien comment vous passez d'une observation minutieuse à une tentative d'éclairer la question importante et bien souvent débattue du changement linguistique. Deux travaux encore, parmi bien d'autres, montrent bien que vous vous souciez d'élargir votre réflexion. En 2015, avec la collaboration de Bernard Comben, vous produisez un important article, Typologie et catégorisation morphosémantique du latin au français moderne, qui adopte ce que vous appelez un point de vue panoramique, analysant les changements typologiques qui marquent l'évolution du latin français. Il s'agit d'une adoption de l'ordre linéaire et du français, sujet verbe objet, ce qui est bien connu, qui se substitue à l'ordre latin, sujet objet verbe. À cela s'ajoute la transformation du marquage de relation syntaxique avec un abandon progressif de la flexion en cas dans le domaine nominal, sans oublier le domaine verbal où se développent les pronoms critiques liés au verbe, ainsi que le renforcement de la cohésion syntaxique. Votre parcours personnel de recherche, passé du seul point de vue synchronique à la dimension diachronique ou historique, vous amenez naturellement aussi à la comparaison avec les autres langues romanes. En effet, dans un article de 2018, en collaboration avec notre collègue Béatrice Laméroy de la Leuven, vous étudiez dans un article écrit en anglais l'émergence de la détermination nominale inexistante en latin en comparaison avec l'italien et l'espagnol. Un processus évolutif où l'on perçoit que le français comparé à l'italien et à l'espagnol est la langue qui a le plus innové, devenant par là même la plus éloignée du latin. Un phénomène que confirment aussi les évolutions phonétiques et lexicales. On remarque sans peine à travers vos travaux que votre parcours scientifique procède par étapes, en commençant par un approfondissement des processus de l'évolution du latin français, fondé sur une analyse empirique des sources disponibles. Sans vous arrêter à ce stade, vous élargissez le point de vue en reliant cette évolution aux changements observés dans de nombreuses autres langues, ce qui vous amène à réfléchir assez naturellement à la fonction langagière en général. Toutefois, ces réflexions théoriques ne vous feront pas négliger l'importance des sources heureusement nombreuses dont bénéficie le français depuis ses premières manifestations, à l'inverse de beaucoup d'autres langues d'ailleurs. C'est ainsi que dans un projet intitulé « Base du français médiéval », coordonné par Cécile Guillot, vous avez participé à l'enrichissement du corpus électronique, incluant la plupart des premiers textes en prose
et un choix de texte en vers. N'ayant pas pour habitude de vous arrêter en chemin, vous vous rendez compte qu'il importe de relier cette base au latin tardif, proche de la langue parlée, dans un projet franco-bavarois, avec l'acronyme PALAFRA, passage du latin au français, constitution d'un corpus numérique latino-français, engagé en 2015 et achevé récemment. Outre l'utilité claire de ce projet pour analyser la filiation entre latin tardif et ancien français, il devient ainsi possible de prendre en compte une diachronie longue s'appuyant sur des études statistiques de corpus. Ces bases électroniques adoptées sur une longue durée devraient permettre non seulement de mieux éclairer les spécificités du français parmi les langues romanes, mais aussi de tester les hypothèses sur le changement linguistique, ses mécanismes et ses causes. On le voit, cette question centrale et difficile du changement linguistique sous-tend de façon continue vos recherches. Ces travaux s'étendant sur plusieurs années pourraient faire croire qu'entre-temps, vos préoccupations pédagogiques et professorales, mais aussi sociales, seraient passées au second plan. Il n'en est rien. Comme le prouvent de nombreuses initiatives et activités lancées au cours des années, et singulièrement depuis votre nomination de professeur à l'Université de Lille en 2010. Vous y enseignez les théories linguistiques, la linguistique comparée, la syntaxe et la diachronie. Il convient de souligner que vous lancez des nouveaux cours visant à former les étudiants à l'argumentation linguistique et à la méthodologie de l'exposé oral. Nous voilà bien au cœur de la pédagogie. Vous veillez à transmettre à vos étudiants les grands principes méthodologiques qui vous guident. Combinez une analyse empirique des faits de langue en recourant aux bases électroniques pour repérer les occurrences et récurrences des phénomènes étudiés afin de dégager les tendances évolutives. Tout cela sans oublier deux points importants. La nécessité du contact avec les textes, une exigence philologique toujours présente à laquelle s'ajoute l'éclairage fourni par les hypothèses avancées par les théories linguistiques. Vous considérez aussi que la recherche doit être conçue comme une activité sociale. Pendant un peu moins de 10 années, votre équipe de recherche lilloise a constitué pour vous un milieu stimulant et encourageant. En tant que chercheuse aînée, vous ressentez la nécessité de faire progresser votre discipline aussi bien sur le plan théorique que méthodologique. Votre conception sociale de la recherche vous incite à privilégier des collaborations qui vous font parfois revoir certaines hypothèses ou découvrir de nouvelles pistes. Il résulte de ce dynamisme que vous êtes invité par notre collègue de Cambridge, Wendy Ayres-Bennett, à faire partie en 2014 de la Société internationale de diachronie du français, dont vous assumez la présidence depuis 2018. Mais vous n'en restez pas là, car vous vous engagez aussi dans des services à la communauté universitaire qui vous apportent en échange une bonne connaissance de l'université française, devenant successivement membre élu du Conseil national de l'université, le CNU, et en 2017, conseillère au département d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. On ne s'étonnera donc pas que l'Université de Paris-Sorbonne vous confie en 2018 le poste de linguistique diachronique du français. À ce stade, permettez-moi, cher Anne, de vous soupçonner encore d'user de cette potion magique qui vous permettrait de dilater le temps nécessaire à tant de projets et d'activités. Et pourtant, j'aimerais citer ici la formule proverbiale: personne n'est parfait, parfois considérée à tort comme une traduction de l'anglais. Comme semble le croire, justement, Alain Ray et Chantreau dans leur très bon dictionnaire d'expression et de citation, démontrant sans le vouloir le bien fondé du problème. Je me suis laissé dire que le stress ou un peu de nervosité bien compréhensible avant un jury de thèse en France avait provoqué
un enchaînement de scènes dignes d'un très beau scénario de comédie que vous aurez envié Gérard Houry ou Pierre Richard. Un jour, vous aviez rendez-vous à Bruxelles avec une collègue avec qui vous deviez gagner Lille pour une soutenance de thèse. Et c'est au moment de quitter votre domicile de Louvain que vous vous apercevez de l'horrible oubli. La thèse et d'autres documents sont restés à l'intérieur de la maison, y compris votre clé. Heureusement, d'aimables voisins vous prêtent une échelle pour enjamber le mur mitoyen des jardins. Mais un mauvais sort, voulant que la porte donnant sur ce jardin soit fermée, vous devez réenjamber le mur, non avec une tenue de gymnaste appropriée, mais celle convenant à une cérémonie de soutenance de thèse. Il ne vous restera plus qu'à aller chercher la clé chez votre fille qui est à son école et à gagner Bruxelles pour embarquer votre collègue pour faire sur les chapeaux de roue la route jusqu'à Lille, où vous arriverez encore à temps, sans que l'on se doute de quoi que ce soit. Étant donné ces multiples qualités de linguiste, de pédagogue, d'organisatrice et d'acrobate, je suis heureux, chère Anne, avec mes consoeurs et mes confrères, de vous accueillir, ou mieux encore, de t'accueillir au sein de votre compagnie. Merci, Jean-Claude. Anne Carlier, je suis très impressionné avec ce que vient de dire Jean, mais vous avez l'être aussi, je pense, puisque vous succédez à Marc Jumet dans ce fauteuil, et je vous donne la parole pour évoquer notre confrère regretté. Mes chères sœurs, mes chers confrères, il m'est encore difficile de pleinement réaliser quel immense honneur, humain comme aujourd'hui, de m'avoir accueilli dans votre illustre compagnie, centenaire, et de surcroît, de me voir attribuer le fauteuil occupé par Marc Jumet, grand linguiste au talent multiple. Le sentiment qui m'envahit aujourd'hui est surtout celui d'une profonde gratitude, d'abord envers vous, chers consoeurs et chers confrères, de m'avoir jugé digne de cet honneur, alors que mon mérite provient surtout d'avoir eu la chance de pouvoir exercer comme profession une de mes passions, l'étude de la langue et de l'énigme du changement linguistique, et d'avoir eu aussi les conditions pour y consacrer toute mon énergie. Alors je tiens en particulier à vous remercier, Jean-Claude, je suis très émue de vos discours, y compris pour la qualité de gymnaste et d'acrobate. Et je dois dire que cette situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui me ramène un peu comme la Madeleine de Proust au banc du collège Marie-Thérèse, place de l'université à Leuven, où mon cher professeur Jean-Claude nous expliquait, avec la bienveillance qu'on lui connaît, et de temps en temps un point d'humour, toutes les finesses de la langue française, et a ainsi contribué à ma vocation de linguiste. Alors cet honneur que me fait l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique me touche d'autant plus que j'ai quitté ma patrie sur le plan professionnel il y a plus de 25 ans pour construire ma carrière en France. Et je saisis donc l'occasion d'exprimer toute ma reconnaissance envers l'université française qui m'a accueilli à bras ouverts, qui m'a accordé sa pleine confiance et qui m'a ainsi permis de grandir au point que la France est devenue pour moi une seconde patrie. Contrairement à un romancier ou un poète qui construit son œuvre dans la solitude, la linguiste que je suis s'est en effet construite à partir des questionnements des étudiants, à travers des échanges et collaborations avec des collègues
qui m'ont amené à déplacer mes frontières, à m'aventurer sur des terrains inconnus. Je remercie donc les collègues des différentes universités où j'ai exercé, à Valenciennes, à Lille, puis à la Sorbonne à Paris, tout comme d'autres collègues à Paris, à Lyon, à Nancy, avec qui j'ai pu construire de beaux projets de recherche très stimulants. Je n'oublierai toutefois pas mon alma mater, l'université de Leuven, où tout a commencé, et où je continue à trouver hospitalité. Enfin, un dernier mot de remerciement pour ma chère famille, qui a toujours été une source d'énergie pour mes envols intellectuels, et qui m'a aussi offert un ancrage solide, en me rappelant à chaque fois ce qui est vraiment important dans la vie. Mes chères consoeurs, mes chers confrères, mesdames, messieurs, chers amis, Marc Hulin, à qui je succède, était une personnalité qui a brillé dans différents domaines. Linguiste de renom, d'une grande rigueur dans sa pensée, il avait aussi des talents littéraires. En s'intéressant non seulement à la littérature avec majuscule, mais aussi à des genres plus populaires comme la chanson. Tout en étant un scientifique hors pair et un grand érudit, il était un excellent pédagogue, non seulement envers ses étudiants, mais il s'est donné aussi comme une vocation, je le cite, de faire descendre la réflexion authentiquement linguistique vers la classe. Et il n'a cessé de s'intéresser à la place de la grammaire et de l'enseignement de l'orthographe dans l'éducation scolaire des élèves dès l'école primaire. Son œuvre se cristallisera autour de 3 grands livres qui montrent l'ampleur de ses recherches. La thèse de doctorat, soutenue en mai 68, et publiée 2 ans plus tard chez Droz, sous le titre « Le système de l'indicatif en moyen français », puis son livre « La détermination nominale », publié en 86, et enfin son opus magnum « La grammaire critique du français », publié en 1997. Il a ainsi couvert les domaines majeurs de la grammaire, le nom, le verbe, pour ensuite, dans une œuvre de maturité, offrir une vision toute personnelle de la grammaire dans son ensemble. 2 forces animent toute sa carrière. L'exigence d'une rigueur scientifique et d'une rationalité logique, dans l'objectif de montrer que la linguistique, tout en étant une science humaine, n'est pas une science molle, et la passion pour la langue, dans toutes ses formes et tous ses registres, sa passion aussi pour la grammaire et pour la linguistique. Marc Hulin n'est pas devenu linguiste par hasard. Sa passion pour la langue et la grammaire se révèle chez lui très tôt. Nous connaissons tous son amour pour Georges Brassens, qui a donné lieu au livre Georges Brassens libertaire, La chanterelle et le bourdon, où il dévoile la façon du troubadour, un Brassens plus politique et plus radical. Chose moins connue, le jeune Marc Hulin s'est aussi essayé à la chanson et adorait chanter. Son sens critique par rapport à la grammaire scolaire s'est également révélé très tôt. Contestant une observation grammaticale de son professeur de français, un certain M. Fauconnier à l'Athénée de Kuckelberg, il reçut comme réponse « Monsieur Hulin, quand vous serez un grand grammairien, nous en reparlerons. » Et grand grammairien, il est devenu. Sans toutefois oublier cette frustration de sa jeunesse, durant toute sa vie, il restera fidèle à son projet de combattre les inepties de la grammaire scolaire et de l'orthographe, en essayant de montrer comment la grammaire peut être conçue, au contraire, comme une réflexion sur la langue qui éveille l'intelligence des élèves. La carrière universitaire de Marc Hulin est liée aux 2 universités bruxelloises sœurs, l'Université libre de Bruxelles et la Vrije Universiteit Brussel. Il effectue ses études de philologie romane sous l'égide de plusieurs grands maîtres, devenus membres de cette académie ou de l'Académie royale de Belgique, Julia Pasta, Roland Mortier, Pierre Ruel et Albert Henry. Après quelques années comme professeur dans le secondaire, il s'engagera avec un mandat d'aspirant du Fonds national de la recherche scientifique dans une thèse de doctorat soutenue en mai 68. Il enchaîne ensuite plusieurs séjours de professeur invités à l'étranger, au Congo, à l'Université hébraïque de Jérusalem et à Sherbrooke, au Québec, où il fréquente le fonds Gustave Dillot, qui héberge les écrits des linguistes qui appellent Semage à barbe blanche et qui aura une influence profonde sur sa pensée linguistique.
Il gravit les échelons de la carrière universitaire très rapidement. Nommé professeur ordinaire à la Vrije Universiteit Brussel en 1975, puis à l'Université libre de Bruxelles en 1982, sa réputation est consacrée en 1986 par son élection à l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique et par la plus haute distinction scientifique en Belgique, le prix Franqui. Entre-temps, les invitations à l'étranger pour des séjours de plus ou moins courte durée ou longue durée se multiplient aux universités de Nice, de Cologne, de Saint-Jacques de Compostelle, de Milan et de Bologne. À cela se rajoutent plusieurs prix scientifiques, à savoir le prix Gilles Nello pour un conte linguistique antéposte en 1993, le prix Honoré Chavé de l'Académie des inscriptions et belles lettres pour la grammaire critique du français en 2009 et le prix Albert Buzon de l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique pour l'ensemble de son œuvre, ainsi que 2 doctorats honoris causa de l'Université d'Uppsala et de la Sorbonne. Vous l'avez compris, sa carrière académique a été vertigineuse. Ses envols scientifiques ne l'empêchent pas de prendre des responsabilités collectives, que ce soit au sein de son université ou à l'extérieur. Je me limiterai à en nommer quelques-unes qui montrent son prestige au niveau national et international. Membre du Conseil de la langue et de la politique linguistique de Belgique depuis 1987, conseil qu'il va présider durant 8 ans, membre du Conseil international de la langue française depuis 1996, et enfin vice-président, président et membre d'honneur à vie de la Société internationale de linguistique romaine. Marc Huilmet nous a légué une production scientifique impressionnante, une douzaine de livres, plus de 300 articles. Je souhaiterais dresser ici surtout le portrait du linguiste grammairien qui se profile à travers cette œuvre impressionnante en partant de son discours adressé au roi lors du prix Franqui. Marc Huilmet, à mi-carrière, fait alors un bilan du chemin parcouru et de ses projets pour l'avenir. Je le cite, « Il me semble apercevoir, en amont de mes recherches, une constante dont je n'étais jamais avisée, à savoir la volonté de décloisonner les époques, les moyens français, les méthodes, imbrication de la visée synchronique et diachronique, les domaines, de la linguistique théorique à la stylistique, les cénacles, le guillaumisme intégré à la tradition explicative, les doctrines, un mentalisme à l'européenne, n'excluant pas le formalisme américain, les techniques, l'ordinateur au secours de la philologie. Tempérament personnel, sans doute fortifié à l'école du libre examen. Quand j'envisage l'avenir, un des projets qui me tient à cœur serait de faire descendre la réflexion authentiquement linguistique vers les classes secondaires. La science a toujours vocation de simplifier et de clarifier. Marc Huilmet a en effet réussi à décloisonner les disciplines, à construire des ponts entre les disciplines, en montrant dans son parcours personnel comment passer avec aisance et avec fruit l'une à l'autre. Une première frontière qu'il a franchie est celle entre philologie et linguistique, et entre synchronie et diachronie. Philologue par formation, il consacre sa thèse de doctorat en moyen français, un état de langue mouvant et instable au point qu'il semble se dérober à toute tentative de systématisation. Et qui plus est, il choisit de travailler sur la langue fleurie des farces, sotties et moralités, soit sur le théâtre profane. En étudiant les temps verbaux de l'indicatif à partir de ce corpus, il aurait pu se perdre dans le détail de la variation et dans l'exégèse et les subtilités de cet état de langue foisonnant, encore très mal étudié à l'époque. Mais la voie qu'il choisit est toute différente. Selon une méthode analytique rigoureuse, il élabore un système abstrait des temps verbaux avec une architecture d'une géométrie fine et précise. Ce système lui permet par la suite de départager les traits proprement linguistiques prévus par le système par rapport à leur valeur stylistique ou leur valeur résultant d'une insertion en contexte. Il arrive ainsi à concilier une approche rigoureusement linguistique avec une analyse qui respecte le texte et son interprétation
dans leur précision philologique. Ce système abstrait en chronique qu'il a mis en place va servir d'étalon pour comparer dans une perspective diachronique plusieurs états de langue successifs, de détecter ces zones d'évolution, comme par exemple le déclin des oppositions aspectuelles, dont celle entre passé simple et passé composé, et leur réinterprétation en termes temporels. Il va ainsi éviter le piège d'interpréter les données de la langue ancienne à travers les intuitions qu'on peut avoir à partir du français moderne. Je m'attarde un peu longuement sur ce premier livre, qui est issu de la thèse de doctorat, car ce n'était pas un simple coup d'essai, mais un coup de maître, contenant en germe toute la réflexion qui va conduire à ces travaux de maturité. Une deuxième frontière disciplinaire que franchit Marc Huillet est celle entre linguistique et littérature. Marc Huillet avait assurément la fibre littéraire. Comme l'a mentionné Robert Martin, professeur à la Sorbonne et son collaborateur de première heure, il avait une immense culture littéraire dans laquelle il puisait abondamment pour ses publications, tout comme pour ses discours et conférences. Il avait une mémoire fabuleuse des textes littéraires qu'il citait avec à propos, même dans une conversation. Il était très sensible au style au sens large, et toute production linguistique, quelle qu'elle soit, lui apportait matière à réflexion, que ce soit un passage d'un grand auteur ou un exemple oral épinglé dans une interview à la télévision. Il avait ses auteurs préférés. Il consacre une étude à Marcel Proust, intitulée « Marcel Proust du côté de la grammaire », un livre au poète-chanteur Georges Brassens, un article à Olivier Bazin portant sur un emploi hardi de l'article partitif dans des exemples comme « L'autobus, de section en section, dégorgeant du lycéen et de la dactylo, atteignait les confins de Neuilly-Plaisance ». L'une de ses œuvres de prédilection était Cyrano de Bergerac et Montbostan, dont il citait par cœur des passages. D'ailleurs, dans l'esprit de cette œuvre, il y arrivait d'adopter dans ses conférences une diction et une prosodie quasi théâtrale, un style fougueux et un choix de mots teintés de lyrisme, par lesquels il captait l'attention de son public. À l'écrit également, son style est tout sauf terme. Je voudrais citer ici une étude magistrale qu'a consacrée notre consoeur helvétique Marie-Josée Béguin au style d'écriture si particulier de la grammaire critique du français. Elle évoque comment, au moment de découvrir l'ouvrage, tout juste arrivé dans sa boîte aux lettres, elle a une expérience troublante. Elle ne pouvait pas en consulter le moindre passage sans entendre résonner à son oreille, avec insistance, la voix de l'auteur, comme s'il était tout proche, en train de dire le texte à ses côtés. À travers une analyse linguistique, elle essaie de sonder l'énigme de cette grammaire parlante. Marc Huillet, qui s'est d'ailleurs intéressé au discours apporté en tant que thématique de recherche, a donc réussi à créer une situation d'énonciation où il orchestre un débat scientifique animé, où il se forge un avis en direct au fil du déroulement du texte, de manière interactive, en explicitant sa démarche, en faisant part de ses notes, en dialoguant avec des grammairiens, morts ou vivants, qui critiquent vivement ou dont il s'inspire, en mettant en scène aussi son auditoire, universitaire et professeur de français, qui l'interpelle et qui prend à témoin. Le contraste avec le discours scientifique qui préconise l'effacement de la subjectivité du lecteur ne peut être plus grand. On rappellera enfin que Marc Huillet est aussi l'auteur d'un conte linguistique intitulé Antéposte, dont les protagonistes sont des adjectifs, embarrassés de se voir imposer une position par rapport au nom par l'Institut de statistique, et qui finissent par se révolter. Je cite un passage. Beaucoup d'adjectifs hésitaient. On comprenait à la rigueur que sage balançait entre les sages femmes et les hommes sages. Comment néanmoins expliquer que fougueux s'attelle à un cheval fougueux ou un fougueux destrier? Dans ce livre, notre confrère se met en scène, avec une bonne dose d'autodérision en tant que professeur débutant dans une fac de province, portant le nom de Craminet, surnom qui aurait circulé à l'ULB selon Laurence Rosier. Mais avec quelques malices, il s'hâte aussitôt de préciser,
Bien que les événements relatés dans ce conte soient rigoureusement authentiques, les noms des protagonistes ont été modifiés. Toute ressemblance avec une personne vivante ou morte ne saurait de la sorte être que fortuite. Marc lui-même n'était pas non plus un homme de cénacle et ne s'est donc jamais enfermé dans les cloisons d'une théorie. Il s'est affirmé comme guillaumien et il a même consacré un livre à Gustave Guillaume et son école linguistique qui a été présenté dans le journal Le Monde du 27 mai 1973 comme, je cite, « étude aussi claire qu'il se peut sur la pensée d'un isolé de la linguistique dont la réputation est celle d'un auteur difficile. » C'est dire qu'il a contribué à rendre accessible, plus que le légataire testamentaire des manuscrits de Gustave Guillaume, Rochefalin, la psychomécanique du langage, et qu'il a intégré cette théorie dans une démarche explicative et plus générale. Même s'il a retenu par la suite certains concepts fondamentaux de cette théorie, il a refusé de s'y enfermer, ce qui lui a valu excommunication, une réaction qui l'a fort affecté. On parle parfois de l'école bruxelloise pour désigner les élèves de Marc lui-même. Certes, ils sont réunis par leur respect et leur affection par rapport à leur maître. Ils ont néanmoins emprunté des voies très différentes. Marc Huillet souhaitait accorder l'autonomie et la liberté intellectuelle qu'il réclamait pour lui-même, également à ses élèves. Comme en a témoigné Dalvin Ramdonk lors de la cérémonie d'hommage à Marc Huillet à l'ULB, leur maître les a accompagnés comme un mentor. Il a cherché à éveiller leur curiosité et leur esprit critique. Il leur a tendu une lanterne pour éclairer le chemin. Et, en étant exigeant avec lui comme il était avec lui-même, il les a amenés à dépasser leurs limites, à grandir et à découvrir leur voie sans aucunement imposer la direction à prendre. Une autre cloison que Marc Huillet bat en brèche est celle entre linguistique théorique et linguistique appliquée. D'abord, Marc Huillet était un excellent pédagogue. Ceux qui ont suivi ses cours universitaires évoquent comment il leur a communiqué l'amour pour la langue et la grammaire. Et je pense sincèrement que c'était sans doute un des plus grands compliments qu'on puisse lui faire. Dans un petit ouvrage intitulé « La grammaire et grammaire », il décrit la statue au portail royal de la cathédrale de Chartres, représentant parmi les arts libéraux la grammaire, sous les traits du marâtre menaçant de la férule deux enfants terrorisés. Des centaines de manuels scolaires, depuis Lomont, fin du XVIIIe siècle, jusqu'à Grévis, 1980, n'ont selon lui pas vraiment cassé cette image rébarbative de la grammaire, mais ont surtout terrorisé des générations d'élèves sans aboutir à un résultat. Ou il cite encore le petit Nicolas de René Goscinny. « Silence, a crié la maîtresse. Si vous continuez tous comme ça, nous allons faire de la grammaire. » La grammaire comme discipline punitive. Les problèmes sont d'après lui multiples. D'abord, il y a une confusion entre apprentissage de la langue et apprentissage de la grammaire, avec comme résultat qu'on enseigne la grammaire trop tôt et pas assez longtemps. La grammaire scolaire, telle qu'elle est enseignée aujourd'hui à l'école primaire, est un héritage du XIXe siècle, avec une terminologie que les instituteurs comprennent à peine. Ils n'ont donc d'autre choix que de faire étudier par cœur ce jargon complexe à leurs élèves, à la manière d'un catéchisme. Au moment où les élèves pourraient être réceptifs pour une réflexion sur la langue, à partir de 14 ou 15 ans, c'est plutôt la littérature qui est enseignée. Un second problème qui met en exergue est la confusion entre grammaire et bon usage. Il cite la définition de la grammaire de Littré, l'art d'exprimer ses pensées par la parole et par l'écriture d'une manière conforme aux règles établies par le bon usage. L'enseignement de la grammaire est donc aussi un prétexte pour maintenir le purisme et l'hégémonie de l'orthographe. On le sait, au moment des grands combats sur l'orthographe, au XVIe siècle et au début du XVIIe, qui opposaient les réformateurs aux défenseurs de l'ancienne orthographe, l'Académie va trancher en faveur de l'ancienne orthographe, je cite, parce qu'elle permet de distinguer les gens de lettres avec les ignorants et, détail important, les simples femmes.
L'orthographe devient ainsi critère de sélection sociale, une situation contre laquelle Marc Humet s'est battu avec virulence. Il a démontré, par exemple, le caractère tout à fait artificiel de l'accord du participe passé, abandonné dans toutes les langues romanes autres que le français. Il a consacré non seulement des conférences devant des publics divers, mais aussi de livres, le participe passé autrement, protocole d'accord et petite histoire de l'orthographe française. Marc Humet ne s'est pas contenté d'observer et de critiquer cet état de lieu catastrophique de l'enseignement de la grammaire dans les écoles, mais avec l'engagement qu'on lui connaît, il a réalisé le projet de faire descendre la réflexion authentiquement linguistique vers les classes secondaires, comme il avait annoncé lors de la réception du prix Franqui. Ce projet, entamé dès 1990 dans l'isolement d'un petit village sur la côte normande, aboutira en 1997 en la première édition de sa fameuse grammaire critique du français. Cette grammaire, structurée autour des classes de mots, allant de la phrase simple à la phrase complexe, a pour ambition de ne pas cibler un lectorat exclusivement universitaire, mais d'élargir le public aux professeurs de français, fatigués des inconséquences de la grammaire scolaire. Elle dénonce les exceptions qui confirment la règle, en les transformant en exceptions qui infirment la règle et invitent à la réflexion critique. Tel est l'objectif central de la grammaire critique, inviter ses lecteurs à une aventure intellectuelle qui consiste à réfléchir sur cet extraordinaire outil qu'est le langage humain, en les associant à une argumentation méthodique à travers un regard critique sur les grammairiens et à les libérer aussi des opinions reçues qui parfois, plutôt que de clarifier, vont obnubiler le fonctionnement du langage. Marc Humet n'a cessé de retravailler, de retoucher et d'enrichir cette grammaire tout au long de sa carrière, en publiant 5 éditions successives, la dernière datant de 2010. Toujours dans un souci pédagogique, il a, au cours des dernières années de sa vie, élaboré un ouvrage méthodologique qui montre dans le détail comment appliquer son analyse grammaticale à des phrases concrètes. Cet ouvrage, qu'il a finalisé quelques mois avant sa mort, paraîtra prochainement, grâce au travail de sa chère épouse, comme livre posthume chez Garnier, sous le titre « Retour à l'analyse logique ». Marc Humet, à qui je rends hommage aujourd'hui, était donc un homme d'une intelligence extraordinaire, mais non stérile, car c'était aussi un homme mu par sa passion pour la langue française, qui l'a converti en un véritable engagement, y compris envers un public non universitaire. Pour terminer sur une note plus légère, permettez-moi de mentionner que Marc Humet avait, outre la linguistique et la grammaire, une seconde passion, qu'il partage d'ailleurs avec Marcel Proust, à savoir le cyclisme. Ses élèves le savaient bien et lui ont offert, après un hommage plus sérieux à l'occasion de ses 60 ans, intitulé La ligne éclair, un recueil plus ludique au moment de son éméritat intitulé La grammaire en roue libre, variation cyclo-linguistique, ainsi qu'un vrai vélo. Il affirme dans une contribution publiée dans la revue Marginale en 2011 que depuis 1946, il n'avait raté aucune édition de cette odyssée annuelle qu'est le mythique Tour de France. Dans un petit article extrêmement brillant, Roland Barthes, fin observateur et analyste du Tour de France, met en avant ce qui transforme le Tour de France en épopée mythique. Elle met en scène les géants de la route, qui incarnent des grands caractères comme l'agilité, le courage, la loyauté, la traîtrise, le stoïcisme. D'autre part, ces géants se mesurent avec les différents types de terrain et avec la nature. D'autre part, ils se frôlent, s'accrochent et se reposent entre eux. Ces géants de la route partagent néanmoins toutes les caractéristiques pour réussir. Force, intelligence et une volonté de faire. Avec également, pour les moments cruciaux, du job, soit un influx électrique qui leur permet d'accomplir des prouesses surhumaines. Le parcours des grands scientifiques prend également l'allure d'une odyssée, où les étapes ne correspondent pas aux échelons de la carrière, ni aux honneurs ou aux prix qu'ils accumulent, mais aux défis qui s'imposent eux-mêmes et qui peuvent paraître aussi inatteignables que le Mont Ventoux.
Marc Huilmet a été un géant qui, avec aisance, a franchi étape par étape, en passant de la philologie à la linguistique, en s'attaquant successivement aux deux domaines majeurs de la linguistique, d'abord le verbe, ensuite le nom, et les instruments grammaticaux qui accompagnent ces deux parties du discours, pour se lancer ensuite le défi de réaliser, d'après les principes qui étaient les siens, une nouvelle approche de la grammaire dans son ensemble, avec cette ambition sociétale de la rendre accessible au public des professeurs du français. On soulignera toutefois avec Roland Barthes que le succès au Tour de France ne résulte pas d'un combat solitaire, car le cyclisme est un sport d'équipe. En tant que linguiste, Marc Huilmet a fait cet esprit d'équipe et il a été une force dynamique pour la discipline, et notamment pour ses élèves, ce dont témoigne leur présence nombreuse, la présence nombreuse des collègues à la séance d'hommage aujourd'hui. Merci Anne pour cette évocation sensible et précise de notre regretté confrère Marc Huilmet. Nous allons pouvoir passer à la deuxième partie de cette cérémonie, la réception d'Armel Job par Gabriel Ringlet. Donc je vous proposerai de regagner la salle et dans un deuxième temps je proposerai à Gabriel et à Armel de prendre votre place.